Salut à tous et bienvenue sur cette première édition du Crypto Fan Club. Il y avait une très courte introduction aujourd'hui, mais parce que j'avais hâte qu'on y aille. Je suis en présence d'Owen, le hasher. Salut, comment vas-tu? Bonjour, bien et toi? Eh ben ça va super, merci beaucoup. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais setup ici le chat. Moi, il va être un petit peu sur le côté, les gars. J'ai un tout petit problème technique qui fait que si je change de fenêtre malgré les deux écrans, eh bien le hasher va disparaître hein, instantanément. Donc voilà, j'aurai le chat ici. Donc bah écoute, la première du Crypto Fan Club, ça me fait très plaisir déjà que tu sois parmi nous. Je vais te raconter un petit peu très brièvement comment j'en suis venu à l'émission et puis après on pourra commencer. Donc alors le truc c'est que je crois que je t'en avais parlé, en tout cas j'en ai parlé à ton associé Thibaut qui est d'ailleurs très cool. Fin décembre, j'ai eu une très bonne année 2020, on va dire côté business quoi. Et, D'accord? euh, et du coup, fin décembre, je reçois mes intérêts bancaires. Je vois les intérêts bancaires et je suis en mode, c'est une blague. C'est une blague. J'avais jamais eu autant d'argent de côté, tu vois. Et je vois ça et je suis en mode, ok, on se fout de ma C'est pas gueule. fou. Et du coup, je me suis dit, putain, mais non, mais il doit y avoir d'autres solutions, c'est pas possible. Bien sûr, j'avais déjà entendu parler du Bitcoin sans vraiment m'y intéresser. Et des autres crypto-monnaies. Bien sûr, j'avais entendu parler de plein d'autres trucs. Mais là, pour moi, c'était le déclencheur pour commencer à m'y intéresser, tu vois, parce que D'accord. bon, je me disais que c'était plus possible. Et du coup, de fil en aiguille, eh bien, j'ai commencé à me renseigner sur la crypto et j'ai commencé à kiffer le concept même, parce que ayant eu des problèmes avec des institutions bancaires par le passé, parce que j'ai été au Canada, puis au Brésil, etc. Et du coup, les comptes bancaires, les transferts et tout, c'est un enfer sur Terre. Eh bien, j'ai tout de suite adhéré au truc de, tiens, là, il y a plus d'intermédiaire entre toi et ton argent, du coup, et c'est assez génial. Et du coup, avant qu'on aille trop vite dans le sujet, j'ai prévu pas mal de petits trucs ce soir, eh bien, déjà, je vais te laisser te présenter pour les gens de ma commune qui ne te connaissent pas du tout. Pas de souci. Juste un petit truc. Du coup, moi, je te vois pas. J'ai pas le retour en Ah, oui, live. oui, oui. J'attends. Bon, c'est normal. Il y aura un petit décalage. J'ai un deuxième écran avec le chat, donc je vais essayer de regarder aussi. Ouais. J'aurais voulu rediffuser. Tu vois, pourquoi pas. Je crois qu'on peut republier ton live sur ma chaîne Twitch. Ah, oui, oui, tu Euh, peux, ouais. mais comme je suis un incompétent, vraiment, hein, je voulais savoir, Ça est-ce fait que ça se fait en un kiffer la clic? À ce passion. moment-là, je le fais. Sinon, c'est pas grave. Et puis, on Euh, part sur la discussion tout de suite. alors, il faut que tu te mettes dans ta propre chaîne, sur ton propre chat à toi. Mon créateur dashboard? Ou sur Ouais, mon channel de base? sur ta chaîne, dans ton chat. Ok. Et dans ton chat, tu tapes, si tu veux, slash, H-O-S-T, host. Je sais pas où il est mon chat. C'est. Comment te dire? Écoute, bah, en vrai, si Bon, tu vas ouais. dans ton Ah non, créateur c'est bon, je dashboard, tu l'ai. l'auras. Ouais, Je l'ai. ouais, Slash host. ouais. Et après, le nom de ma chaîne, donc Junpei France, Junpei. Alors écoute, si ça fonctionne, c'est merveilleux. Et Sinon, on aura perdu une minute et je m'en c'est excuse, mais pas au moins, on grave, aura c'est pas grave. tenté de faire ça bien. C'est pas On grave. aura tenté. Slash host. France. A marché, je crois. Bah, c'est magnifique. Écoute, c'est. Écoute, si ça fonctionne, comme ça, au moins, il y aura également ma communauté qui pourra venir nous voir tous les deux. Bah, Et au c'est. moins, on prendra la base de tout ça. Mais super, bah écoute, parfait. Et ben, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup en tout cas pour le host, c'est très gentil. Pas de souci. Et puis du coup, bah, on en revient à la question. Présente-toi un petit peu pour ma commune, pour les gens Alors, qui ne te connaissent pas du tout. je m'appelle Owen Simonin. Je suis un jeune entrepreneur, je pense qu'on peut le dire. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. J'entreprends depuis à peu près 4 ans, du moins légalement, depuis que j'ai la majorité. Avant, c'était plus des petits projets, des petites idées que des entreprises. Et je réalise des vidéos sur ma chaîne YouTube Asher. À la base, je parlais de crypto-monnaie, de blockchain, de ce qui me plaisait. Et petit à petit, ça a grossi. Et en plus de mes vidéos, de ma chaîne YouTube et de tout le contenu qu'on va créer autour de ça, il y a évidemment les entreprises et les projets qu'on a créés de fil en aiguille et qui s'accordent et qui sont toujours très proches du monde de la crypto-monnaie et de la blockchain, qui sont notre domaine de prédilection, quoi. Je sais du coup que tu as une entreprise à toi qui s'appelle Just Mining. C'est par celle-là que tu as commencé? Alors, Just Mining, ça a été la première entreprise que j'ai fondée via ma communauté, Ouais. puisqu'à l'origine, c'était tout simplement un concept qui vient d'un abonné. Hein. C'est l'idée d'un abonné, ça tout vient de là. Et j'ai présenté ce que c'était le minage de crypto-monnaie. Bon, c'est Ouais. un terme un petit peu barbare. Et
Et à un moment, tout simplement, il y a un de mes abonnés qui me dit: Owen, pourquoi tu ne fais pas directement une machine que tu pourrais envoyer chez les gens? Et les gens, ils la reçoivent, ils la branchent à Internet, à l'électricité. Donc, tu vois, ils n'ont pas tout ce côté très complexe Ouais, de comment on configure la machine, comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'on règle tout ça. Et juste faire une machine plug and play, quoi. Mining as a service. Tu reçois la ouais, machine, sur Start et ça marche. Et le commentaire est tellement évident. J'ai cherché sur Internet et je me suis rendu compte que, c'était faisable. Mon frère, qui lui était un peu plus tech que moi, m'a dit: écoute, ce que tu arriveras à vendre, moi j'arriverai à le faire. Et on a fondé ensemble à l'époque Just Mining avec un nom très simple qui signifiait juste: tu reçois la machine et tu as juste à miner, quoi. ouais. Rien de plus. Ok. Et puis on a découvert le monde de l'entrepreneuriat qui est totalement loin du monde de simplement faire une machine et la vendre. C'est un Ouais, peu réducteur. clairement. Et donc, on a dû commencer à embaucher, développer tout ça. On a livré des clients dans le monde entier. Puis c'est parti, quoi. Et bah, c'est déjà quelle idée. Et puis ensuite, à 19 ans, c'est quand même très intéressant. On va déjà un petit peu loin dans le, si tu veux, en parlant de minage, etc., dans le sujet. Moi, j'ai une communauté qui, à la base, vu que je fais du gaming, ne s'y connaît pas forcément, voire pas du tout en D'accord. crypto. Et j'ai fait le constat, si j'ai créé le Crypto Fan Club ce soir, c'est que j'ai fait le constat que maintenant, les youtubeurs slash streamers qui sont quand même implantés depuis un certain moment dans la crypto-monnaie, ou en tout cas dans l'écosystème, eh bien, ils ne s'attardent plus trop sur les détails ou plutôt sur le contenu débutant, puisque eux, c'est déjà fait et du coup, pour leur communauté, c'est déjà acquis. Ouais. Du coup, on va partir du très simple, Owen, ou plutôt Asher. Pas de souci. Qu'est-ce que finalement c'est une crypto-monnaie? Qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? Alors, le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie. Mais en fait, ça dépend, rien que ça dépend de ta formulation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde de la crypto-monnaie paraît barbare quand on ne connaît pas du tout, parce que c'est une question de glossaire. On utilise des mots qu'on ne connaît pas. Donc forcément, tant que quelqu'un t'a pas expliqué et n'a pas fait un parallèle avec un mot que tu connais, ça paraît d'être vraiment, vraiment compliqué. Mais je te donne un Effectivement. exemple très simple. Vois les crypto-monnaies comme des sites Internet. Ils reposent tous sur une technologie. Et cette technologie, d'accord, pour les sites Internet, c'est le réseau. Ouais, Et bien, pour toutes les crypto-monnaies, reposent sur une blockchain. Et la technologie de la blockchain, c'est ce qui est le plus fascinant. Eh bien, le Bitcoin, qui est la crypto-monnaie la plus connue et la plus grosse, repose elle-même sur une blockchain. Sauf que Bitcoin avec un petit b, c'est les jetons qu'on s'échange dans cette blockchain. Bitcoin avec un grand B, c'est le nom de la technologie blockchain sur laquelle repose Bitcoin. Tu vois, rien que ça, c'est pas compliqué. Mais quand mais tu viens de découvrir le truc et qu'on te raconte, ah, c'est barbare, tu vois, tu ouais, perds les gens avec ça. clairement, clairement. Et exactement. Et du coup, c'est pour ça que c'est un petit peu complexe. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la technologie de la blockchain, il faut voir ça comme un registre géant. C'est un livre, d'accord. Vois ça comme un livre dans lequel tout ce qui est écrit est certifié. Ok. On imagine qu'on est tous les deux, on ouvre ce livre, on se dit à la première page, on définit les règles. Bon, ben voilà, il y a Owen et Jumpé. On va tout définir. On va définir les règles, comment ça fonctionne. On va dire qu'on a 50 bitcoins chacun au départ, d'accord. Ouais. Ça pourrait être le jump coin, hein, attention, hein. Ça peut très bien être ça. On lui donne le nom qu'on veut, mais on définit toutes les règles, toutes les métriques de ce petit écosystème. Et si à un moment, Monsieur A en envoie 10 à Monsieur B, si on en avait chacun 50, tu n'as pas besoin de remettre à jour les soldes. Ouais. Tu sais que y en a un, il a forcément 40, et l'autre, il a forcément 60, parce que tu as le registre. Et même sans toi voir, si tu reprends le livre et depuis la première page, tu vas le relire et tu vas tout avancer jusqu'à la fin de cette histoire, tu arrives à savoir qui, à quoi, comment. Et le seul moyen que cette histoire soit très fiable, c'est qu'on ne puisse pas modifier le passé. C'est un peu comme dans la vraie vie d'ailleurs. Ouais. Tu ne peux pas modifier une action que tu as fait hier. Tu peux essayer de faire amende honorable, tu peux essayer d'améliorer tout ça, mais tu ne pourras pas revenir sur le passé. Eh bien, ce ne sont pas des pages qui sont reliées les unes aux autres par un livre, ce sont des blocs dans lesquels on va mettre des informations. Dès qu'un bloc est rempli en mode Monsieur A a envoyé tant à Monsieur B lui a rendu tant, eh bien, quand le bloc est fini, on va le sceller en quelque sorte, on le rend totalement impossible à effacer, et on va passer au bloc d'après. Et il y a toujours un bloc, de bloc en bloc, d'un point de vue chronologique, quoi, si tu veux. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle la blockchain, et ça permet simplement de raconter une histoire qui, elle, est totalement impossible à supprimer, parce que j'ai une copie de ce livre, mais toi aussi, et toutes les personnes qui partagent et qui utilisent cette histoire. Donc, si toi, tu dis, bon, moi, ça m'aurait arrangé que Monsieur A m'envoie 50 bitcoins, tu peux pas.
Tu peux pas parce que quand tu vas proposer ce bloc à la blockchain, tous les autres mineurs et les gens comme toi et moi qui laissent des ordinateurs chez eux pour faire des calculs, c'est ce qu'on appelle des mineurs, eh bien les ordinateurs, quand ils font des calculs et qu'ils rajoutent un nouveau bloc, ils vérifient bien quand on écrit une page que tout ce qu'il y a écrit dedans, c'est logique. Ouais. Que tu ne peux pas dépenser 2 fois le même bitcoin et que, est-ce que Monsieur A a vraiment envoyé 60 bitcoins à Monsieur B? Non, ça t'arrangerait bien, mais c'est pas vrai. Et du coup, c'est ce qui fait que ce livre est non seulement impossible à détruire, mais en plus immuable, qu'avec des informations que l'on ne peut pas modifier, tout simplement. Donc là, les informations que tu as dit, elles sont très importantes puisque tu as bien dit que c'était immuable, donc c'est-à-dire inchangeable. Donc, d'après toi et même d'après les utilisateurs actuels, la blockchain n'est pas vraiment hackable. Je rappelle juste pour revulgariser Alors, un petit peu, c'est parce que tous les ordinateurs qui ont miné jusque-là ont toute une copie de cette blockchain mise à jour, du coup, j'imagine en temps réel, mise à jour à chaque fois dès qu'un bloc se termine. Et du coup, en fait, si une personne essaye de le changer ou de hacker le tout système, à fait. tous les autres ordinateurs reliés sur cette blockchain, eh bien, vont dire, mais attends, c'est pas possible que justement Monsieur A ait 10 bitcoins de plus, puisque nous tous, on a marqué qu'il en avait que 50 et non pas 60. On est d'accord? Exactement. Alors, il y a plein d'histoires sur les hacks. Mais dans 99,9% des cas, quand on entend parler de hack de Bitcoin, ce n'est pas Bitcoin qui s'est fait hacker. S'il y a un mec qui prend une sulfateuse et qui éclate une Société Générale pour prendre les billets qu'il y a dans la réserve, j'en sais trop rien, c'est pas l'euro qui s'est fait hacker, c'est la place qui la conservait. La plupart du temps, quand on entend parler d'un hack de Bitcoin, c'est une plateforme qui détenait des Bitcoins qui se les a fait voler. C'est fait voler, Si tu veux. voilà. Ok. Il y a eu, et encore une fois, le mot immuable est peut-être un peu fort, parce qu'immuable part du fait qu'il ne pourra jamais y avoir aucun souci. Et malheureusement, il ne faut pas insulter l'avenir, les problèmes, quelque chose de totalement impossible à hacker n'existe pas. Même Bitcoin. En attendant, il y a eu un jour un bug. Il y a eu un jour quelqu'un qui, en 2013, a trouvé un moyen de faire en sorte de dépenser des Bitcoins qu'il n'avait pas. Donc, en gros, ça remet en cause toute la sécurité du livre, si tu veux. Ouais. Et bien, malgré ça, la seule expérience qu'on a vraiment eue où quelqu'un a réussi à créer des bitcoins, comme le réseau et ce livre-là est transparent et tout le monde peut lire dedans, tout de suite, on a vu qu'il y avait un problème. La communauté a fait en quelque sorte une demande. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour revenir en arrière, colmater cette brèche en rajoutant une mise à jour qui le rend totalement impossible et faire en sorte de revenir juste 1 minute avant qu'il y ait eu le problème? Et la communauté s'est activée, aussi bien d'un point de vue des développeurs que les mineurs qui ont dû voter pour accepter tout ça. Et on est revenu en arrière et en gros, on a réglé le souci de Bitcoin avec ce qu'on appelle un fork, mais ça, c'est des termes techniques un petit peu complexes pour des débutants. Et même quand il y a eu une vraie faille technique, on a pu la résoudre. Du coup, est-ce que c'est ça qui a engendré la création du Bitcoin Cash? Pas du tout. Le Bitcoin Cash, c'est aussi un fork, mais c'était pour d'autres raisons. D'accord. Notamment le fait qu'en 2017, le Bitcoin a été surchargé. Et donc, tu as plein de gens qui se sont dit, ouais, on va faire une copie du Bitcoin plus performant qui n'aurait pas été surchargé. Mais il y a des gens qui voulaient vraiment apporter une solution technique plus forte que Bitcoin. Il y a vraiment d'autres personnes qui se sont dit, ouais, super, on va créer un Bitcoin bis. On va dire que c'est la révolution Bitcoin et qu'il n'y aura jamais mieux, sauf que nous, on va en tirer profit. Et ce qui fait que la plupart des gens sont restés sur le Bitcoin de base, qui lui, peut-être, n'est pas le plus rapide, le plus fort d'un point de vue, on va dire, scalabilité. C'est peut-être pas celui qui, à l'heure actuelle, fait les transactions les moins chères et les plus rapides, bien qu'il y a des solutions qui viennent s'ajouter par-dessus Bitcoin qui le rendent très scalable, très rapide, très peu coûteux. Mais c'est vrai que le réseau de base étant sur une nomenclature qui tourne depuis 2008, forcément, il y a des technologies aujourd'hui plus performantes. Mais pas forcément plus immuable que Bitcoin. Okay. Et c'est ce qui fait que ça reste le référent. C'est très bien, ça répond déjà à pas mal de questions, je pense. Autre petite chose, donc là tu parles du Bitcoin, de sa blockchain. Oui. Toi tu l'as découvert comment tout ça? Et quels sont les avantages pour toi de la blockchain par rapport au système financier classique qui sont les banques? Alors là, on pourrait parler 5 heures. Je sais. On a une heure. Comment je l'ai rencontré? Honnêtement, la spéculation, le profit, j'en ai entendu parler un petit peu tôt. J'en ai entendu parler rapidement en 2013, mais ça ne m'a pas intéressé. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que clairement, j'avais tous les attraits qui pouvaient m'intéresser à cette technologie. Non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été intéressé par le Bitcoin quand j'étais en stage chez mon frère, qui est entrepreneur aussi, qui a une société qui s'appelle Vivoca dans l'intelligence artificielle et la reconnaissance vocale.
J'étais en stage, puis il m'a dit, tiens, toi qui joues à des jeux vidéo, qui vend des points contre des Allopass, des codes Starpass, tu dois connaître dans les jeux. C'est Dofus, ça. Du Dofus, mais du Minecraft, du World of Warcraft. Ouais. Tu avais plein de systèmes qui permettaient à un jeune mineur d'utiliser le téléphone fixe de la maison pour s'abonner, si tu veux. Exactement. Et donc, moi, j'avais monté mon serveur, ça avait pris un peu d'ampleur. On avait presque 100 000 joueurs actifs sur Minecraft versus Wild, donc c'était vraiment une folie. Et donc, on avait un staff d'une trentaine de personnes qui étaient payées avec des MV points. Tu ne pouvais pas payer les gens à l'époque, tu dois les payer avec des avantages en jeu, donc des cochons, une histoire de dingue. Et moi qui m'intéressais à tous ces points, mon frère me dit, tiens, regarde ça, le Bitcoin, c'est quand même basé sur une technologie intéressante, creuse vraiment. Et là, je me renseigne, qu'est-ce que le Bitcoin ? Je m'intéresse, les cours qui montent et qui descendent, c'est ça qui m'a plu au départ. Et puis petit à petit, je me sentais seul dans cette technologie, parce qu'il n'y avait pas grand monde en 2015, c'était vraiment barbare. Et donc, je lance ma chaîne YouTube, début 2016, je crois, pour en parler et pour me lancer. Et plus j'en parle, plus les gens me posent des questions, et plus pour répondre, tu es obligé de creuser. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'as pas d'autre option pour répondre aux gens et à ta communauté, qui était à l'époque petite, c'était 2-3 000 personnes, que de me renseigner moi-même, de traduire le peu de choses qu'il y avait en anglais pour expliquer en français et d'essayer de comprendre comment ça marche, tout simplement, vraiment, modestement, comprendre les bases et du coup essayer de les expliquer en déformant le moins possible la réalité, parce que tu dois vulgariser et donc tu perds en qualité. Et petit à petit, ma communauté a grossi. Moi, je me suis pris pour la technologie, j'ai compris ce qu'il y avait derrière. C'est le moment où j'ai compris, Bitcoin, son prix monte, son prix descend, c'est bien, mais c'est quoi la blockchain ? Et là, quand j'ai compris ce que c'était la blockchain, ouf. Ouais, t'as eu un mental boom. C'est ça. Là, c'était un... Alors, c'est le moment où tu te dis pas tout de suite que tu es fou. Mais tu te dis, mais attends, le monde du sport, la musique, la communication, la sécurisation, les envois de fonds, le monde de la finance, l'autonomie dans la confirmation d'authentification, waouh, trop d'un coup. C'était pas un outil que j'avais découvert. C'était une boîte pour créer des outils sur mesure qui vont régler des problèmes sur mesure que l'humanité n'a pas encore réglés. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et moi, j'étais là en mode, je comprends la pertinence et j'essaye d'envisager l'ampleur de la blockchain, mais même aujourd'hui, on ne se rend pas encore compte à quel point ça va être énorme et à quel point ça va être large. Et on est au tout début. Et j'ai l'impression que j'étais le seul à pouvoir me dire, waouh, c'est de l'or ça. Et non, il y a des gens, ils passent à côté, ils font, non, ça c'est de la merde. Alors, tu es là, puis du coup, tu en parles encore plus à ta communauté parce que tu as besoin de te sentir écouté par des gens qui partagent et qui sont animés. Et c'est un cercle où petit à petit, au fil du temps, tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont d'accord. Et puis, on a eu 2017. Le gros coup de chance que j'ai eu, c'est... moi, je disais bêtement aux gens, achetez de la crypto, achetez de l'Ether, du Bitcoin, vendez votre maison, ça va exploser. C'était inconscient, c'était un conseil en investissement sans même me rendre compte que c'en était un. Coup de bol. Le Bitcoin explose. Fin 2017, Ether fait x70, Bitcoin explose. Et les gens qui m'avaient suivi aussi bêtement que mes conseils, en réalité, j'étais aussi bête qu'eux au départ, parce qu'en réalité, on n'avait pas conscience de tout ça. Et moi, j'aurais dû dire aux gens, soyez doucement, investissez pas tout. Bien sûr. Et il y en a qui ont bien entendu été matures, parce que moi, j'ai une communauté, la moyenne d'âge, c'est 40 ans, donc tu n'as pas que des idiots comme moi qui font tête baissée. Et bien, à ce moment-là, tu as des gars qui mettent beaucoup d'argent et qui font x50, x70, x100. Et là, j'avais une communauté qui m'écoutait vraiment et qui attendait mes prochaines vidéos et qui avait gagné beaucoup d'argent. Et là, c'est le début de tout ça. Est-ce que toi, ça t'a pas généré du stress? Maintenant, je le vois, toi, sur tes vidéos et surtout, en fait, je le vois sur pas mal de youtubeurs crypto. Quand tu... Et je pense que c'est très important. Moi aussi, je suis influenceur dans mon milieu, tu vois, dans le jeu vidéo, en tout cas pour le moment. Et je sais que si tu dis, ah putain, ce jeu est trop bien, ou si tu présentes une marque, si t'es partenariat, il y a forcément des gens qui vont s'y intéresser, qui vont kiffer avec toi. Parce qu'en général, en tout cas, pour moi, pour mon éthique, je ne présente jamais un truc que je n'utilise pas ou que je n'aime pas. Et là, je pense que pour toi, c'est pareil, mais t'as pas peur à chaque fois de dire, putain, je présente tel projet dans mes vidéos parce que j'y crois. Et putain, s'il y a des gens qui y vont et qui all-in là-dessus, alors que je leur répète à longueur de journée qu'il ne faut pas all-in et qu'il faut faire attention quand on investit et qui perdent tout, non, je c'est suis ça. dégoûté. Mais si tu veux, c'est exactement ça. Mais avec un petit peu plus de recul. Maintenant, je mets mon disclaimer. La plupart de mes abonnés sont plus âgés que moi. Ils savent ce qu'ils font. C'est de l'investissement. Tu ne dois pas mettre un centime que tu n'es pas prêt à perdre. Le truc qui est dur, c'est que même quand ton projet est bien, même quand l'équipe est sérieuse, même quand il y a une vraie utilité et une vraie application de la blockchain, eh bien, même là, ça peut se casser la gueule. C'est comme des entreprises.
Donc même quand j'essaye de sécuriser, de présenter que des projets que j'utilise, que je connais bien, dont je crois vraiment que c'est sérieux, bah déjà, tu n'es pas à l'abri d'avoir un CEO qui a un pépin et qui d'un coup arrête tout et lâche le truc. Tu ne peux pas Évidemment. contrôler tous les gens. Et ensuite, bah, mine de rien, quoi que tu fasses, même si tu as une toute petite probabilité, quand tu présentes 5 fois d'affilée dans le même mois un nouveau projet, bah, tu sais que tu augmentes la chance qu'il y ait de la casse. Et pour finir, on est des fois dans des cycles de bull run. En 2017, le Bitcoin est monté, il est redescendu. Là, on est en 2021, c'est monté. Même s'il monte plus haut, ce qui est totalement possible, il y a de grandes chances que d'ici 2-3 mois, il se casse la gueule méchamment. Ça ne voudra pas dire que la technologie est nulle, ça ne voudra pas dire que la blockchain ne va pas changer le monde. Ça veut juste dire que tu as des gars qui ont connu le Bitcoin en début de période Covid à 3-4 000 dollars, qui peuvent le voir aller taper les 80 000 dollars, et puis là, le mec, il fait, mais attends, mais j'ai fait x20, moi. Moi, j'ai fait x20. Je serais idiot, même si je pense que le Bitcoin vaudra 1 million dans je ne sais pas combien d'années, je serais idiot de ne pas vendre un petit peu maintenant, de ne pas récupérer de mes bénéfices. Et ils ont raison. Bien sûr. Tu fais x20, faut pas être fou. Même si ça peut monter plus haut, ça va redescendre à un moment, des gens vont vendre. Et donc, naturellement, les gens vont vendre, le Bitcoin va s'effondrer, et là, on aura le même cycle. Ouais, le Bitcoin, cette arnaque, il est descendu. Pas du tout. Le Bitcoin est géré et régi par l'offre de la loi et de la demande. Quelqu'un qui fait x20, c'est lui le fou s'il ne vend pas au moins une bonne partie de son investissement. Clairement. Mais finalement, tu vois, ça se rapproche pas mal de la bourse aussi et des marchés financiers normaux. T'as pas vraiment ce système de bull run où voilà, tu sais quand tu y es, tu sais pas quand tu vas y arriver ni quand tu vas repartir, mais tu sais quand tu es dedans. Là d'ailleurs, tu l'as dit, on est en plein dedans. Dans la bourse, c'est pas exactement pareil, mais bien sûr, il y a des prises de bénéfices. C'est un petit peu plus réglementé quand même. Donc c'est pour ça, et c'est surtout beaucoup plus institutionnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui investissent, qui capitalisent sur la bourse, alors qu'il y en a beaucoup moins, même si ça arrive maintenant, dans les crypto-monnaies. Donc tu le vois aussi, sauf que ça se nivelle. Et je pense que plus le Bitcoin et les crypto-monnaies vont être un instrument commun pour tout le monde et acquis, et plus ça va se niveler. Et je pense moins ces bull runs vont être très intenses en volume. Ça risque de se niveler petit à petit. Justement, ce que j'imagine. Comme il y aura plus de volume, ce sera moins, l'amplitude des mouvements sera moins grande. Ça, tu as tout à fait raison. Mais bon, comme toute jeune technologie, en ce moment, ça représente un truc énorme. On a l'impression que c'est 1000 milliards les crypto-monnaies. Mais d'un point de vue de la finance mondiale, 1000 milliards… C'est une goutte d'eau. Hein. Ouais. C'est une goutte d'eau. Et donc forcément, quand un mec arrive, surtout que 1000 milliards, tu vois ce que ça vaut. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 1000 milliards d'échanges par jour. Tu dois regarder les échanges par jour. Et là, tu te dis, OK, si tu as, je ne sais pas moi, attends, on va regarder une vraie valeur. Je vais te dire, les échanges sur Bitcoin aujourd'hui, c'est 56 milliards d'euros. Ouais. Aujourd'hui, le volume d'échange de Bitcoin. Ce qui veut dire que tu as peut-être quoi, 25 milliards de vendeurs, 25 milliards d'acheteurs. Ce qui veut dire que si tu as un homme fortuné qui achète 2 milliards d'euros de Bitcoin aujourd'hui, à lui seul, aujourd'hui, le 11 mars 2021, il représente 10% de tous les acheteurs Bitcoin du monde aujourd'hui. T'imagines, en faisant ça bêtement, en achetant d'un coup, comme il peut faire un gros mouvement, faire monter le prix de 2-3%, puis les gens se disent, oh là là, c'est un début de mouvement. Du coup, tu as tous les traders qui disent, bon, ben, c'est un début d'amplitude, ça va engranger plein de décisions derrière, et d'un coup, ça peut faire un mouvement haussier, parce que c'est encore simplement très jeune. Bah, on l'a vu avec Elon Musk il n'y a pas si longtemps, où dès que, même si lui avait investi, je crois, en octobre ou en novembre, quand ils en ont parlé janvier-février, bon, bah, ça a repris un bon je crois que ça a repris 10 000 $, quoi, ou quelque chose comme ça sur les 2-3 jours. Tout donc voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est très nouveau. 10 ans, ça peut paraître beaucoup, puisque je crois que le Bitcoin était inventé en 2 minutes, mais mis en circulation et échangé en 2011, c'est ça? Il me semble. C'est ça. Alors, en gros, je crois qu'il a été, j'ai peur de te dire une bêtise, pour être franc. Je sais qu'il a commencé, les premières discussions, c'est 2008. Il me semble que les premières circulations du token sur la blockchain, donc des bitcoins qui sont échangés via le protocole Proof of Work de la blockchain Bitcoin, il me semble que c'était 2009. Et 2011-2012, on commence à avoir des sites internet, notamment l'un des plus connus, c'était MTGOX, qui échangeait des cartes Magic à la base, qui commence à faire un segment en mode, bon, bah, visiblement, il y a des gens qui veulent s'échanger des bitcoins. Moi, je connecte des gens qui veulent acheter à des gens qui veulent vendre et je prends une commission. Je le fais pour des cartes, alors pourquoi pas pour des bitcoins? Exactement. Et ça part.
Ok, donc on va dire 2009, donc ça fait 12 ans, on est qu'au tout début. Alors tout à l'heure on a parlé, on va rester un petit peu sur le Bitcoin, mais je veux pas non Bien plus sûr. qu'on parle que de ça parce que il en existe, mais des centaines et des centaines, peut-être même des milliers des crypto-monnaies à l'heure actuelle. Mais en ce qui concerne le Bitcoin, on a dit, voilà, chaque transaction, enfin, chaque lot de transactions va remplir un bloc, ce bloc appartient à la blockchain. Normalement, c'est immuable et on ne peut pas le changer. Donc ça veut dire aussi que si vous avez fait Tout une à fait. transaction, eh bien, vous ne pouvez pas récupérer parce que vous êtes trompé de destinataire, puisque c'est déjà fait, c'est déjà envoyé, c'est déjà trop C'est tard, ça. c'est inscrit. Maintenant, on sait qu'il y a et qu'il y aura uniquement 21 millions de bitcoins produits. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le minage, ça marche comment? Si tu me diras, tu m'arrêteras si je me trompe, mais c'est toutes ces personnes qui vont justement contribuer à écrire dans ces livres, pour reprendre ta métaphore, eh bien, vont recevoir en récompense eh bien, du bitcoin. C'est ça le principe même du minage. Une fois qu'on a atteint ces 21 millions de bitcoins, je sais que ça fonctionne par halving, qui est tout simplement, à partir d'une Tout à certaine fait. période, on divise par deux les revenus que chaque transaction génère. C'était prévu depuis le début, ça fonctionne bien, ça permet petit à petit de diminuer le nombre de bitcoins donnés, de lui offrir de la valeur aussi, et surtout d'éviter que tout le monde farme comme des gorées en un an les 21 millions et qu'après ce soit terminé. Donc qu'est-ce qui se passera le jour et pour quand c'est prévu le jour où ces 21 Alors, millions de bitcoins sont minés? Est-ce qu'on pourra toujours les échanger? La blockchain va-t-elle continuer après ça? déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les récompenses qui donnent envie aux mineurs de sécuriser le réseau. Ouais, Parce que c'est vrai que c'est bien gentil de sécuriser les transactions des autres, mais bon, tu as un ordinateur qui tourne toute la journée, qui chauffe, qui fait des calculs tout le temps pour sécuriser les transactions des autres. Et c'est toi qui payes la facture à la fin du mois. Et donc, il fallait être récompensé pour ça. Il y a deux récompenses, il n'y en a pas qu'une. Et rien qu'en te répondant à ça, tu vas comprendre. Il y a à la fois les nouveaux bitcoins générés donnés par le réseau. ouais, Tu as sécurisé 10% des transactions de la journée, tu as 10% des nouveaux bitcoins que le réseau Bitcoin a laissé en fait. Mais tu as également la deuxième partie de la récompense, les frais de transaction. Donc même quand il y aura plus de nouveaux bitcoins, il y aura les frais de transaction qu'on met. ok. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est qu'au début, tu avais 50 nouveaux bitcoins toutes les 10 minutes. En gros, à tous les nouveaux blocs, toutes les nouvelles pages qui étaient écrites sur la blockchain. Puis ensuite, il y a eu le premier halving, c'est 25 nouveaux bitcoins toutes les 10 minutes. Puis ensuite, il y a eu un nouveau halving, 12,5 nouveaux bitcoins. Puis maintenant, c'est 6,75, si je ne dis pas de bêtises, nouveaux bitcoins. Donc en réalité, c'est de plus en plus petit, mais en divisant par deux, Tu tu n'arrives te jamais au rapproches, bout. tu n'arrives normalement jamais au bout. Alors théoriquement, si. Il y a un gars qui pourrait te dire, je ne sais pas c'est en quelle année, mais oui, en gros, 99% des bitcoins, c'est très bientôt. Hein, globalement, tu peux considérer que d'ici, je pense, 4 ou 8 ans, il y aura presque plus de nouveaux bitcoins. Je ne veux pas te dire de bêtises, mais en gros, on aura fait 90% du truc ou 95% du truc, sachant qu'on y est presque déjà. Hein. Il y a 18 millions de bitcoins en circulation sur 21 millions. Ouais, ouais, ça fait déjà pas 18 mal. sur 21, voilà. On est exactement à 18 700 000 bitcoins. Donc, on est vraiment pas loin. Donc, d'ici 4 ou 8 ans, il y aura vraiment plus grand-chose. Mais même si ça continue tout petit à avancer, il y a un moment où l'algorithme va dire, bon, la récompense que je donne est tellement petite, elle est tellement non significative que je donne plus rien. Et là, ce sera considéré comme la fin de la fin. Et là, on a quelques années. Mais globalement, ça fera déjà un bon moment que les mineurs compteront plus sur les frais de transaction que sur les nouveaux bitcoins générés. Sauf si le bitcoin, et c'est ça qui crée ces cycles, continue à se dire, bon, ok, d'un coup, il y a 2 fois moins de récompenses en bitcoin. Du coup, les mineurs, ils doivent faire 2 fois plus de travail pour la même récompense. Ils sont plus rentables. Donc, il y a deux possibilités. Soit les mecs arrivent à trouver de l'électricité encore moins chère pour être rentables en laissant leur ordinateur tourner. Ça devient compliqué quand tu as déjà une ferme que tu as été installée avec des ordinateurs dans un pays froid pour Ouais. ne pas payer d'électricité pour refroidir et que tu as branché à une source géothermique d'énergie verte parce que personne ne voulait cette énergie-là et c'est pour ça que tu arrives à l'avoir pas cher parce que personne ne voulait cette énergie renouvelable. Tu penses à Eh bien là, l'Islande, tu j'imagine. pardon, L'Islande, hein, j'imagine, qui est terre Islande, de farming de pour les Bitcoin. sources géothermiques, par exemple, mais tu as également des gens qui vont au Canada pour les barrages. Ok. Parce que tu sais, les barrages, tu as les êtres humains qui consomment de l'électricité. Donc un barrage, il fournit de l'électricité. Mais en hiver, il y a à peu près autant de consommation au niveau de la lumière, par exemple. Par contre, tu as beaucoup plus d'eau. Ouais. Le barrage, il peut donc générer beaucoup plus d'énergie. Par contre, bon, si tu peux générer 4 fois plus d'énergie, tu n'as pas 4 fois plus d'êtres humains qui ont besoin d'électricité. Et donc, à ce moment-là, c'est Hydro-Québec qui propose, par exemple, à des mineurs, bon, écoutez, pendant 6 mois dans l'année, je vous propose de l'énergie vraiment pas chère. Mais bon, c'est toujours mieux que de faire passer l'eau au-dessus du barrage et de gâcher cette transformation renouvelable, Effectivement. quoi. Ouais, ouais.
Donc, tu vois, tu as plein de moyens d'optimiser ton électricité. Mais bon, quand ça devient vraiment trop bas et quand tu payes déjà ton électricité pas cher, tu ne peux pas diviser par deux tous les 4 ans. Ouais. Et donc, à ce moment-là, il faut que le Bitcoin remonte pour être rentable. Et naturellement, le Bitcoin prend de la valeur parce que c'est rentable pour son écosystème et sa sécurité qu'il se développe ainsi. Et si tu tapes cycle du halving day et du prix du Bitcoin, tu te rends compte quand même que jusqu'à présent, tous les 4 ans, et rythmé par le halving day, on a un Bitcoin qui prend de la valeur. Du coup, s'il prend la valeur, j'imagine, parce que ça reste quand même la reine des crypto-monnaies, eh bien, tout suit un petit peu derrière et les projets fleurissent. Et derrière, eh bien, on peut se retrouver soit à spéculer, soit tout simplement à investir dans des projets parce qu'on y Tout croit, à tout fait. simplement, pour la technologie. Et attention, hein, c'est comme Internet au départ. Tu as 2 types de profils. Certes, tout le monde va investir dans les crypto-monnaies pour essayer de gagner de l'argent. C'est la mode, c'est le moment, c'est maintenant, génial. C'est la spéculation. Malheureusement, j'aimerais dire que c'est pas bien, mais c'est ce qui fait rentrer de l'argent dans un écosystème et qui Clairement. permet de le développer, de le faire mûrir. Tout comme Internet. Tu as des gars qui venaient faire des sites pour faire des sites. Ouais, c'est la mode, tout le monde en veut un, je vais prendre du pognon. Et tu as le gars qui est dans son garage et qui dit ok, je vais faire un système qui va permettre aux gens de faire des recherches, je vais faire un réseau social qui va les connecter. Bref, ceux qui construisent et ceux qui sont juste là pour profiter de la hype. Ça ne change pas. Même sur la blockchain, il y a des gens qui viennent avec des sales valeurs, créer des projets pourris qui vont mourir dans 6 mois. Par contre, tu as également des vrais entrepreneurs qui se disent bon, là, on va avoir une vraie idée, un vrai concept. On profite de l'explosion du Bitcoin pour lancer notre crypto-monnaie, pour prendre beaucoup d'argent et faire des stocks. Et ensuite, même si ça redescend, nous, on va travailler, on va développer un produit et on va finalement livrer quelque chose d'utile. Et en plus de ce que tu as dit, au début, il y avait que Madame Michu, puis quelques entrepreneurs, puis comme la loi a régulé et a cadré les crypto-monnaies, on commence à avoir des grosses entreprises et des institutionnels. Mais il y a également, en plus de tous ces gens qui viennent gambler et qui viennent parier sur la hausse ou sur la baisse, qui n'a rien à voir avec la valeur de la technologie d'ailleurs, hein, si Bitcoin est divisé dans la nuit, par 2, ça ne veut pas dire qu'il est 2 fois plus nul demain matin. C'est juste son prix qui est 2 fois plus bas. Et à ce moment-là, tu as des gens de plus en plus qui, au fil du temps, commencent à construire et à utiliser la blockchain pour avoir des vraies utilisations, des vrais usages qu'on utilise petit à petit et qui prouvent la vraie valeur de la blockchain. Alors, parlons-en un petit peu, justement, vu que tu amènes très bien le sujet. Quels sont les usages que tu peux faire grâce à cette blockchain? Donc, tu as parlé tout à l'heure de santé, tu as parlé de jeux vidéo. Voilà, donne-nous un exemple concret de ce que la blockchain peut apporter. On va parler jeux vidéo, puisque j'ai une audience, comme je te l'ai dit, qui est quand même jeux vidéo à la base. Qu'est-ce que ça peut apporter? On a des projets comme Alors, Engine, iOS. ouais. On va parler du jeu, juste, je dois le mettre, je suis obligé, parce que c'est quand même la base, le paiement. Ouais. C'est quand même l'une des bases que la blockchain a réussi à montrer. Sans tiers de confiance, sans banque qui tient le système, on peut payer rapidement et s'échanger de la valeur. C'était quand même la première base, puisque le premier nom du Bitcoin, c'est peer-to-peer, donc de particulier à particulier, sans passer par une entité ou une entreprise. Peer-to-peer, cash electronic system. On ne peut pas dire quelle valeur il y avait derrière, mais je pense qu'on peut quand même dire que tu avais une notion de cash numérique, quoi. Je pense que je ne prends pas trop de risques et je ne fais pas parler son créateur Satoshi Nakamoto en disant ça. Et pour le coup, il ne sera pas là pour nous le dire parce qu'il a disparu de la circulation depuis 2013, ce fameux dernier bug que la blockchain a connu. Bref. Et du coup, bon, on a un livre qui est immuable et là, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bouquin? Et tu en as des possibilités quand tu réfléchis. Tu en as, et il y a cette fameuse grosse révolution qui est les NFT, par exemple. Ouais. C'est l'une des grosses révolutions qui amène la blockchain. Et il faut bien distinguer évolution et révolution. Je te donne un exemple. Tu crées un token qui permet, en gros, tu es, je sais pas moi, tu es un club de gaming, d'accord? Tu es une équipe de gaming, c'est déjà le cas, il y a des équipes de gaming qui font ça. Ouais. Tu crées ton token, d'accord? Les gens l'achètent, donc toi, ça te rapporte de l'argent pour te développer. Et en échange, tu dis, bon, quand je vais prendre une décision, genre quel est le slogan, le nouveau slogan de notre équipe, eh bien, je vais faire voter tous ceux qui ont mon token. Comme si tu leur donnais un droit de gouvernance, en fait. C'est ça. Tu choisis en interne 3 slogans qui te plaisent et tu fais voter sur ta blockchain. Eh bien, écoutez, tous ceux qui ont un token ont un droit de vote. Tu as 20 tokens, tu as 20 droits de vote. En attendant, c'est la communauté qui va voter pour le slogan qui plaît le plus. Et donc, on va utiliser ce slogan. Là, pour le coup, tu utilises la blockchain pour améliorer quelque chose qui existait déjà. Tu aurais pu faire un système de vote par une application, etc., etc. Il y avait déjà une solution de le faire. Bon, là, c'est la blockchain.
Le projet ne peut pas regarder et dire ouais, bon, les gens ont choisi pour le projet 1, moi je préférais le projet 3, je leur dis que c'est le 3 qui a gagné. Non, pas de triche. Le vote s'est fait sur la blockchain, c'est transparent. Les gens peuvent voir et donc tu peux ne pas tricher. Donc la blockchain permet vraiment d'améliorer quelque chose qui existait déjà. C'est une évolution. Maintenant, il y a les révolutions qui viennent de la blockchain. Là, c'est autre chose. Là, ce n'est pas un truc qu'on améliore grâce à la blockchain, c'est un truc où on ne pouvait pas régler le problème avant la blockchain. Je te donne un exemple. Il existe de la valeur numérique. Là, je me permets de parler gaming. Tes skins sur League of Legends, tes maps premium sur ton Call of Duty, tes tournois où tu vas pouvoir avoir ton skin sur ton canif ou sur ton épée dans Counter-Strike, tout ça, c'est une liaison directe à une valeur. Puisque tu vas pouvoir trader pour acheter ton skin, puisqu'il y a des gens qui les échangent, qui les revendent, ça a une valeur dans le jeu. Mais ça n'a pas de rareté. C'est-à-dire que si Counter-Strike eux-mêmes décident demain de dire bon, ben, ce skin, il n'y en avait que 10 actuellement, on en imprime 80, eh ben, d'un coup, le truc n'est plus aussi rare. Tu comprends ce que je veux dire? Même si même si la valeur existe, la rareté, pas forcément. Et du coup, quand tu dézoomes un petit peu, tu dis bon, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse avoir dans un jeu un objet, pouvoir être sûr et certain quand il est créé qu'il n'y en a que 10 et qu'il n'y en aura pas d'autres, que chaque objet soit donc totalement numéroté et qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Même si son créateur veut en créer d'autres, il peut. Mais à ce moment-là, on va dire attends, le réseau est transparent, on a vu que tu en as créé 10 de plus. Ouais. Attends, ça veut dire que le jour où tu nous as dit qu'il n'y en aurait pas plus, tu nous as menti. Tu as dit que ce n'était pas possible, tu vois. Et il y a même un protocole blockchain qui te permet de dire à la blockchain, voilà, tu n'en crées que 10 et je m'engage à ce que tu ne plus jamais, tu me permets, et tu peux dire à la blockchain, ne me permet plus jamais d'en créer d'autres. Et là, ben, tu te dis, bon, le seul moyen qu'il y aurait, c'est qu'il y ait une histoire transparente, que tous les gens puissent consulter, qui te permettent vraiment d'écrire qu'il n'y en aura pas d'autres. Bref, tu as compris le truc, quoi. Effectivement. Aujourd'hui, tu crées un NFT, tu connectes ton NFT, parce que c'est un logiciel, mine de rien, la blockchain, c'est un algorithme. Tu la connectes à un jeu, et bien l'algorithme, il peut te dire, OK, tu dis que tu as cette monture super rare et qu'il n'y en a que 10 dans le jeu, eh bien connecte ta clé avec ton portefeuille crypto, parce que sinon, tu ne peux pas l'invoquer en jeu. Tu dois signer une transaction, qui n'est pas une transaction financière, hein, ce n'est pas un envoi de… Comme quoi, il n'y a pas que des crypto-monnaies sur la blockchain. Tu dois signer une transaction pour prouver que tu es bien le propriétaire de la clé privée qui détient, donc la clé privée, c'est le portefeuille, qui détient cette fameuse monture. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, on a le record absolu d'un NFT qui s'est vendu 69 millions de $. Ouais. Et c'est Artem, c'est un gars de chez nous qui vient de le dire dans le chat. Et ça te permet en plus de la valeur d'apporter cette rareté. Même et les quasiment unicité finalement, en tout cas pour l'œuvre d'art dont on parle, c'est de l'unicité finalement derrière ce NFT. C'est ça. Bah, après, tu as les NFT qui sont utiles dans un jeu parce qu'ils t'apportent un truc. Et là, une œuvre d'art, c'est très théorique. Enfin, qui je suis pour donner la valeur de Mona Lisa, qui je suis pour donner la valeur. Là, c'est ça. Il faut juste faire gaffe au piège et pas tomber. En ce moment, c'est la mode des NFT. Tout le monde achète n'importe quoi. Le mec qui a vendu un truc à 69 millions, c'est un artiste reconnu du monde du numérique qui n'avait pas attendu les NFT pour vendre des œuvres super chères. Clairement. Par contre, si vous avez un influenceur qui dit « Ouais, je sors 25 pièces, je vous jure, il n'y en aura jamais plus », bah déjà, vous ne savez pas s'il vous ment. Ensuite, si ça ne vous sert à rien, cette pièce, c'est bien beau, c'est collector, mais quelle valeur vous lui donnez vraiment à la pièce numéro 24 ce dont tu me parles là, ça me fait un petit peu penser au projet CryptoPunk. Est-ce que, qui est d'ailleurs relié à des NFT, puisque je crois qu'il n'y en a que 10 000, les CryptoPunks. Et les CryptoPunks, en fait, je vous les avais déjà montrés lors d'une présentation où je parlais un petit peu de crypto. C'est tout simplement 10 000 personnages pixelisés qui ont tous des attributs plus ou moins rares et qui s'échangent sur un marché un peu comme des Pokémon, on va dire, sauf qu'il n'en existe que un de chaque sorte. Et il y a des CryptoPunks qui se vendent, les gars, pour plusieurs millions de dollars parce que ça reste un jeu à collectionner. Maintenant, voilà, on aime ou on n'aime pas, on approuve d'ailleurs ou on n'approuve pas, mais de toute façon, que vous approuviez ou que vous approuviez pas, c'est pas votre problème finalement, puisque ça continue de s'échanger et comme tu l'as dit, tout est sécurisé, on sait qu'il n'y en aura pas deux. On revient rapidement sur les différences, si tu veux, entre le système bancaire et le système des cryptos, parce que moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et je vais parler un petit peu de ce pourquoi j'adore ça. En fait, moi, quand je suis parti au Canada et plus tard quand j'ai déménagé au Brésil, j'ai eu beaucoup de problèmes de transfert de fonds. Parce que le Brésil, c'est un pays qui n'est pas considéré comme un pays développé et du coup, où il y a de la corruption et du coup,
si tu rapportes des fonds, et à l'époque, j'avais pas énormément, quoi. J'avais juste mes petites économies avec ma femme. On avait peut-être 3 ou 4 000 dollars, mais ce qui représentait pas mal hein, pour le Brésil, c'est déjà 12 ou 15 000 réals. Et en fait, le Brésil a été très chiant en mode d'où vient cet argent, il faut prouver que c'est à vous, etc. etc. Et j'étais en mode putain, mais c'est mon argent, bordel, je ne l'ai pas volé, c'est moi qui ai travaillé. Et c'était très chiant. Il a fallu passer par des plus petits virements, il a fallu avoir du cash sur nous, il a fallu avoir plein de trucs comme ça parce qu'on avait cet intermédiaire qui est la banque entre nous deux. Maintenant, avec la crypto, ce qui est génial, c'est que déjà, ça fonctionne sans interruption. C'est-à-dire que le dimanche à 23h, si vous avez envie d'envoyer un demi-bitcoin à votre influenceur préféré, eh bien, vous pouvez. Il le recevra dans le peu de temps qui suit. D'ailleurs, on en parlera quand même rapidement. Il y a des temps de transaction et des frais qui sont liés, même si tu l'as déjà dit. Et aussi, surtout, eh bien, on ne peut pas t'imposer de restrictions via l'argent que tu as durement gagné. Et moi, c'est un truc qui m'énervait souvent, parce que maintenant, ils font aussi des cartes bancaires qui sont liées à la crypto, plein de trucs qui sont liés à la crypto. Tu peux soit l'envoyer depuis ton PC comme ça, soit maintenant, via des cartes bancaires, tu peux aussi avoir ton wallet à toi et payer chez un commerçant si tu le souhaites. Donc, tu ne passes plus, même si pour la carte, c'est un petit peu différent, parce que tu vas passer par un intermédiaire quand même, tu ne passes plus par un intermédiaire et c'est... Juste le concept est juste génial quoi. Personne ne peut contrôler ton argent pour toi. Demain, regardez par exemple le truc de, c'est tout con, mais de Britney Spears où elle est même pas légalement, elle est même pas capable de gérer son argent. C'est en tout cas ce que disent les États-Unis. Du coup, elle a son tuteur qui est son père qui gère sa thune pour elle. La thune qu'elle a durement gagnée parmi toutes ces années et elle ne peut pas l'utiliser comme elle veut. Eh bien, via le système de crypto, tout est différent et putain, ça fait du bien quoi. Et comme je l'ai dit, si j'ai envie d'envoyer même toute ma fortune, si je puis l'appeler comme ça, à un mec parce que j'en ai envie, personne me dira le contraire, tu vois. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a fait penser, putain, mais enfin, on est maître de nos propres actions. Et ça m'a fait prendre conscience de la puissance, en tout cas, qui est générée derrière la blockchain, et de se dire aussi que tout est sécurisé. Évidemment, comme tu l'as dit, on parle juste de la blockchain, on ne parle pas, par exemple, des exchanges, etc. Où là, si tu te fais hack ton PC, malheureusement, ton argent se fait hack aussi avec. Donc, alors, il y a plein de solutions. Hein. Tu as des hardware wallets qui permettent de bien sécuriser ça, de les déconnecter du réseau. Encore une fois, les gens pensent que la crypto-monnaie est dans la clé qui va sécuriser tes cryptos. Pas du tout. La crypto-monnaie reste dans la blockchain. La clé sécurise en gros ton mot de passe qui te permet d'accéder à ce que tu as dans la blockchain. Après, le truc qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voient la blockchain, encore une fois, comme un moyen d'évoluer, voire même de révolutionner les technologies qu'on a autour. Ouais. Mais quand tu es en Europe, tu as un système bancaire qui marche bien, il n'y a pas de souci, et donc ça ne te vient pas comme une obligation. Et ce qui est drôle, c'est de voir que le Bitcoin, certains ont compris que ça allait changer le monde et que ça pouvait améliorer certaines choses. D'autres, comme toi, ont compris une utilité parce que tu as été forcé de le comprendre. Tu as été confronté au problème et tu l'as compris. Et toi, c'était un souci d'usage. Ça aurait pu être plus simple d'utiliser de la crypto. Mais il y a des gens au Venezuela ou en Turquie qui ont une monnaie qui part en inflation complète. Ça devient très compliqué. Tous les jours, ta monnaie perd de la valeur. Et là, tu n'as plus le choix. Et là où pour nous, Bitcoin est une amélioration ou une solution, pour eux, c'est l'unique porte ouverte quand tout ce système se ferme. Et on en revient au concept même de 2008 où les banques ont abusé. On s'est dit, attends, les banques ont abusé. Les gouvernements ont pris l'argent des particuliers pour couvrir les banques. En gros, moi, je suis vraiment un outil pour eux, quoi. Clairement. Je suis là, quand il y a un problème, tu trinques. Quand il n'y a pas de problème, écoute, tu payes tes impôts, tout va bien. Et tu te rends compte que, OK, il faut que et c'est comme ça que je le ressens. Encore une fois, je n'ai pas la volonté absolue de dire pourquoi il a créé Bitcoin et qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais c'est comme ça que ça s'est ressenti. Et pour ça qu'il y a eu beaucoup de bonne volonté derrière, parce que beaucoup de gens ont vu le Bitcoin comme un moyen vraiment de garder une porte ouverte le jour où tous les autres systèmes te claqueront la porte au nez. Et je voulais faire un dernier petit clin d'œil parce que tu es dans le gaming, on a parlé des NFT, et je vois qu'il y a des grosses choses qui sont en train de se développer. Alors sous la table, pour l'instant, c'est off, les gros projets ne savent pas s'ils annoncent, mais imagine qu'on est Blizzard, qui te fasse une annonce qui dise « Ok, dans la prochaine extension de World of Warcraft, qui est quand même un événement qui fait du bruit, ou alors Riot, qui fait un événement particulier avec un nouveau mode de jeu, qui dit voilà, on fait un boss, ou alors on fait une game ou un tournoi. Le gagnant, le premier joueur qui arrive à tuer ce boss ou le premier joueur qui arrive à gagner ce tournoi, il reçoit un objet unique, soit rare et utile dans le jeu, soit un objet, et seule la personne qui détiendra cet objet recevra une invitation
par le board de production de chez Blizzard, de chez Riot ou je ne sais trop où, et sera invité à rencontrer les équipes de production. Tu peux même briser le monde du virtuel. Fortnite l'a déjà fait sans NFT. Tu as des concerts en ligne. Ouais. C'est ouf ce qu'ils ont fait. C'est marier des métiers d'une complexité, de l'informatique, la gestion de serveurs, la gestion d'utilisateurs en ligne, la communication, le son, l'audience, enfin, c'est incroyable. Tous les métiers qui ont réussi à s'allier pour révolutionner le monde du jeu et l'expérience, on va dire, utilisateur. Imagine si en plus de ça, tu peux choper des objets qui ont de la valeur et qui te permettent de les vendre demain pour manger, ou qui te permettent également d'avoir accès à des événements dans la vraie vie. Là, on va avoir des outils, enfin, Ready Player One. Voilà, clairement, si tu veux. Ça va accélérer très vite et très fort, quoi. Mais, et c'est l'un des trucs de la blockchain. Ouais, et qui encore une fois, moi, je suis encore assez nouveau d'ailleurs là-dedans. Je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais moi, ça fait à peine 3 mois que j'ai découvert un petit peu tout ça, donc j'en apprends tous les jours. Et en vrai, pour moi, c'est comme quelqu'un qui n'est pas dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, j'ai déjà fait ce parallèle, mais quelqu'un qui n'y est pas du tout, il sait pas qu'il y a plusieurs plateformes, qu'il y a plusieurs consoles, qu'il y a plusieurs types de jeux, qu'il y a la VR, que ça se stream, qu'on en fait des vidéos, etc. Il n'a pas tout cet écosystème. Eh bien, imaginez que quelqu'un qui est aveugle, d'accord, donc qui ne connaît pas tout ça, arrive, et ben c'est exactement la même chose que j'ai ressenti quand j'ai découvert un petit peu les cryptos. Il y a énormément de trucs. Je vais pas m'étaler parce qu'on va le faire sur les différents épisodes justement du Crypto Fan Club, puisque ce sera toutes les semaines. Mais il y a les plateformes d'échange, les manières de sécuriser sa crypto-monnaie, les manières aussi de gagner des intérêts, puisque tout comme un compte bancaire, on peut gagner des intérêts sur les cryptos via le staking ou le yielding. Il y a encore, je pense, 1 milliard de trucs que je ne sais pas, dont je n'ai même pas idée que ça existe, et surtout un autre milliard qui n'est même pas encore créé parce que tout est nouveau. Donc pour moi, là, je découvre un petit peu le monde, quoi. C'est ce que je t'ai dit en off tout à l'heure. Depuis que j'ai découvert ça, je lis un tas de trucs, autant sur l'analyse graphique pour essayer, moi aussi, de comprendre comment tu peux faire de l'argent via ce moyen aussi, puisque à la base de la base, je suis exactement comme toi, hein, c'était pour la spéculation. Et d'ailleurs, ça le reste évidemment aussi toujours, sinon, je veux dire, il y aurait moins d'intérêt. Et évidemment pour essayer de l'adapter à des besoins qui vont devenir, je l'espère en tout cas, quotidiens. Donc ouais, je parle beaucoup, mais je suis très, très en train. Mais c'est ça. Le seul petit truc à vraiment avoir en tête, et c'est important si cette vidéo, c'est bien la base de ton crypto fan club, Ouais. pardon, c'est de souvenir qu'en ce moment, on est dans une phase de hausse. Ouais. Donc, tout le monde donne des conseils sur les crypto-monnaies. Tout le monde est un génie parce que tout monte. D'accord ? C'est pas dur. Et il va se passer ce qui s'est passé durant les différents cycles. À un moment, le Bitcoin va retomber, entraînant avec lui pas mal de projets. Et 90% des gens, d'un coup, on ne s'intéresse plus. Les médias parlent plus. Comme il n'y a plus d'audience, encore moins de médias en parlent. Comme les gens ont tout perdu et sont dégoûtés, n'investissent pas. Donc, c'est bien ce qu'il faut comprendre. L'usage, la blockchain et sa technologie n'est pas, d'accord, uniquement lié au prix. Le prix, c'est un effet de mode. Le prix, c'est l'offre et la demande. Et forcément, quand tout le monde utilise, le prix augmente. Il y a de plus en plus d'usages. Donc, les prix devraient, sur le long terme, stabiliser. Tout comme Internet, en fait. Il y a un moment plein de sites qui servent. Il y a de plus en plus de gens qui reviennent. Donc, Internet vaut vraiment quelque chose. Et donc, les cryptos vont rester à une certaine valeur. Mais en attendant, faites juste attention à ne pas vous dégoûter. Oh, le Bitcoin explose, j'en achète beaucoup. Oh, ça se casse la gueule, c'est nul. Si, là, j'arrête, ça ne m'intéresse plus. Soyez malin et faites ce que l'on appelle du DCA. Si vous êtes débutant et que vous allez quand même acheter un petit peu de Bitcoin pour vivre l'aventure, et indirectement, là où je ne conseille pas aux gens d'acheter bêtement du Bitcoin, acheter un petit 40-50 € pour comprendre comment ça marche, pour le stocker, pour l'envoyer, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Regardez au début son portefeuille toutes les heures parce qu'on a ces 50 € qui sont devenus 54, qui deviennent 48. C'est une expérience à vivre. Mais ne mettez pas tout votre argent et au contraire, si vous voulez vraiment investir sérieusement, mettez une petite somme régulière que vous pouvez bien entendu vous permettre de perdre tous les mois. Comme ça, si le Bitcoin monte demain, vous aurez mis un petit peu, vous serez content, vous serez dans la partie. Mais s'il s'effondre, imaginons que vous avez acheté votre premier Bitcoin à 100 €, je vous le souhaite. S'il s'effondre à 50 € demain et que vous en rachetez un, eh bien, on peut dire que le prix moyen d'achat du Bitcoin que vous aurez fait n'est pas de 100 €, mais bel et bien de 75, la moyenne entre les deux. Et en investissant petit à petit, comme c'est un jeu de longue durée et que les plus grands gagnants sont ceux qui sont là depuis le très long terme, eh bien, vous vous rendez compte que vous gagnerez
de cette façon et du moins, vous prendrez moins de risques et vous gagnerez en compétences avant de jouer uniquement sur ce qui monte, ce qui descend et ce qui explose, quoi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début, mais s'il y en a qui nous regardent et qui veulent découvrir, on aura l'épisode 2 qui sera vraiment consacré à ça, avec, si vous voulez, un petit peu d'analyse graphique. Donc, qu'est-ce que c'est que justement des valeurs qui montent et qui descendent, comment on fait, etc., etc. C'est Moi, avec qui que tu fais? pour l'instant, j'en avais parlé enfin, j'ai envoyé un email à Cryptomatrix parce que ton associé m'en avait parlé. Il n'a pas encore répondu, je sais pas s'il a vu ou pas. Donc, pour En l'instant, tout cas, il est excellent. ouais, S'il vient et qu'il te répond, pour le coup, je pourrais lui passer un petit mot. Après, il est super occupé, donc quand comme il peut pas, c'est sur c'est ton plus boulot. une question de moyens que de volonté. Ouais, Mais c'est quelqu'un de super pertinent sur de l'analyse technique et qui va expliquer un petit peu. En fait, tu as les deux grandes écoles. Tu as le fondamental, le projet, son usage, est-ce que ça va être utile et révolutionner le monde. Et après, tu as le côté purement trading. Et ce mec, c'est le gars qui sait lire les lignes, qui ouais, sait lire les courbes, les analyser. Alors, c'est un jeu qui peut être un peu dangereux, mais tu verras, il te le rappellera. Tout le monde a l'impression qu'on peut devenir trader en 2 semaines. C'est faux. c'est C'est une ça. vie entière de travail. Par contre, avoir quelques bases, ça te permet, quand un projet te plaît bien, de te dire, bon, est-ce que c'est le moment? Quel est le risque? À quel moment il faut sortir du truc parce que ça devient tendu? Ou à quel moment il faut rentrer? Vraiment, un très bon invité s'il vient. Et je pense que ce sera super pertinent pour ta communauté. Mais écoute, on espère en tout cas. Sinon, j'ai d'autres personnes sur la réserve qui seront pareil, tout aussi compétents. Mais avant ça, si aujourd'hui vous découvrez l'utilité du Bitcoin et surtout la crypto-monnaie via cette émission, ne vous lancez pas tout de suite, comme tu l'as dit, Owen. Et je pense que c'est très très important. Il y a des principes fondamentaux avant de rentrer dans la crypto, notamment le tout premier. On investit uniquement ce que l'on peut se permettre de perdre. C'est-à-dire que si demain j'investis tout mon salaire, d'accord, sur le Bitcoin et que le Bitcoin s'effondre et que je suis obligé de manger de l'eau jusqu'à la fin du mois, voire jusqu'à la fin de l'année, c'est évidemment pas smart, d'accord. Non, c'est Voilà, il faut vraiment faire très attention. C'est de l'investissement, c'est de l'argent. Et ce serait, moi en tout cas, personnellement, je le prendrais très à cœur s'il y a des gens qui agissent comme ça, parce que ça voudrait dire que vous n'avez rien écouté et c'est évidemment bien dommage. Pour revenir un petit peu à tout ça, on a beaucoup parlé du Bitcoin. J'aimerais quand même qu'on enchaîne un petit peu sur Ethereum, qui est la plus grosse capitalisation après le Bitcoin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui découvrent absolument? Ça veut dire que, eh bien, c'est là où les gens ont le plus investi d'argent après le Bitcoin. D'ailleurs, le Bitcoin a dépassé l'or assez récemment. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui ont investi dans le Bitcoin que dans l'or, qui est pourtant la valeur stable du marché réel, on va dire, du marché Tu financier, parles pour une unité de valeur ou en général? en capitalisation totale, il me semble. L'or a dépassé le Bitcoin? Non, le Bitcoin a dépassé l'or. D'accord. Il me Bah, semble écoute, de 5 ou de il me 7%, quelque chose semblait. comme ça. Si je dis pas de Écoute, bêtises. alors Peut-être que j'ai une peut-être bêtise, sur du coup, une et je valeur, m'en. j'ai peur. Voilà, j'ai peur de te contredire parce qu'il y a tellement de choses qui passent, il y a tellement de valeurs. Ouais, C'est un truc de dingue. Puis après, tu as or, mais tu as or premium, tu as différents types d'or. Et puis le marché de l'or, c'est un truc colossal à l'échelle mondiale, quoi. il Donc me, dans tout l'or en général, je sais que c'est pas le cas. Mais c'est possible que ça ait dépassé une certaine valeur de l'or et ce bah, serait bien la première fois, quoi. voilà, d'après le chat, apparemment le BTC vaut maintenant 10% de capitalisation totale en plus de l'or. Donc on n'est pas sur une bêtise là. Tu m'as fait douter. Tu m'as Et fait douter. mais voilà, du coup, C'est énormissime, ouais, hein. le Bitcoin, ouais, c'est déjà énorme en fait. C'est Le énormissime. Bitcoin n'a pas dépassé l'or, mais représente déjà 10% du marché de l'or. Ah, 10% du marché de l'or, pardon. C'est Ah, ça. ok, donc c'est moi qui disais une bêtise, t'as bien fait. Ouais, donc tout ça pour dire que même si on en reste à leur début, etc., ne sautez pas sur l'occasion en disant oh, putain, Clairement. j'ai vu ce que le HR et Junpei ont fait, demain j'achète 3 bitcoins et let's go, je vends la maison, je l'hypothèque. Ne faites absolument pas ça. Ce serait tout simplement foncer droit dans un mur. Donc, on va revenir très rapidement. Je sais que tu es quelqu'un de très occupé. Si on peut parler d'Ethereum vite fait, ses applications, Owen? Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire avec Bitcoin et avec des blockchains, notamment les smart contracts. Et c'est vrai que Ether a permis, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie aujourd'hui, Ether a permis à plein de gens de construire beaucoup plus facilement sur la blockchain. En gros, pour que ta blockchain soit sécurisée, tu dois avoir des mineurs, tu dois avoir un écosystème, une gouvernance. Imaginons que toi, tu veux faire un token pour tes abonnés, tu ne vas pas construire une blockchain, contacter des gens, leur faire acheter des ordis, les faire sécuriser, faire en sorte que le réseau soit suffisamment gros pour que ta blockchain perdure. Bref, tu vas construire ta crypto-monnaie sur une blockchain déjà existante, ce que moi j'appelle les blockchains d'infrastructure.
Et Ether est aujourd'hui la plus grosse blockchain d'infrastructure. Tout comme si tu veux construire un jeu vidéo, tu as deux choix. Soit tu utilises un langage informatique de code qui existe déjà pour construire ton jeu, ou un moteur existant comme Unity. Il me semble que c'est un moteur de graphique qui permet de créer ton jeu. Ou alors, tu vas toi-même partir créer ton langage informatique ou créer ton moteur pour créer ton jeu. Waouh! Évidemment, la plupart des gens repartent, et même quand ce n'est pas tout, ils reprennent des bases qui existent déjà naturellement. Parce que ce n'est pas le même métier de faire un token pour sa communauté, de le gérer et d'améliorer les choses dans la commu, et monter une blockchain, la sécuriser, la gérer techniquement, être sûr que le réseau tourne, que le livre est bien immuable. Enfin, c'est autre chose. Et Ether, c'est l'un des plus utilisés, qui a le plus de valeur. Et c'est un peu la guerre en ce moment, parce que tout le monde dit « ouais, on peut faire plus rapide, on peut faire moins énergivore, on peut faire etc. etc. » Et Ether, il est un peu entre deux. Assez vieux, forcément, il y a une technologie qui repose depuis 2017. Donc forcément, tu n'es pas au top des technologies qui sont sorties en 2021, d'où le fait qu'il fasse une mise à jour. Mais la plupart des projets, rien que dans le… Allez, si on va sur CoinMarketCap, qui est un petit peu le site qui référence les crypto-monnaies, tu regardes le top 20, et dans le top 20, tu as Ether, qui est le réseau Ethereum. La blockchain s'appelle Ethereum. Les jetons qui s'échangent dessus sont les Ethers. Et d'ailleurs, tu payes tes frais quand tu réalises, quelle que soit la crypto-monnaie qui est basée sur Ether, si tu fais une transaction, tu vas payer tes frais en Ether. Et donc, tu as Binance Coin, une grosse partie des Binance Coin sont sur la blockchain Ether. Ok, je crois que c'était sur le BSC du coup. Mais... alors, il y en a une grosse partie sur leur propre blockchain, mais tu as des BNB qui sont sur la blockchain Ether. Les BNB ERC20, c'est le format des jetons qui sont sur la blockchain Ether. Tu as des USDT, on peut dire, je pense que plus de 50% du réseau est sur la blockchain ERC20. Polkadot et Cardano ADA, ce sont eux-mêmes des projets qui proposent leur moteur sur lequel tu peux créer ton projet. Tu as Uniswap, blockchain ERC20, donc Ether. Chainlink, top 10, blockchain ERC20. USDC, USD Coin, blockchain ERC20. Bref, je ne vais pas toutes te les faire et toutes te les dessiner, mais en gros, il y a beaucoup de très gros projets qui, à l'échelle des crypto-monnaies, reposent sur Ether. Donc Ether, c'est un moteur, mais tu as énormément de blockchains et de cryptos qui reposent eux-mêmes sur Ether. On le voit un petit peu Ether comme Google, où chacun peut construire son site qui soit référencé dessus. C'est à peu près ça. On est d'accord? Tout à fait. C'est clairement, faut voir ça. Alors, c'est un peu réducteur, parce que Play Store et Apple Store, c'est là pour vendre. C'est pas des moteurs technologiques. Mais en gros, c'est ça. Quand tu vas créer ta crypto, tu vas choisir une blockchain, mais tu peux également faire comme beaucoup de projets et se dire, écoute, nous, on va être cross-chain. Comme USDT, ils ont une partie sur Ether, mais tu peux transformer tes tokens pour les mettre sur la blockchain Tezos, tu peux transformer tes tokens pour la mettre sur la blockchain Algorand. Bref, tu peux changer le moteur, même si tu ne changes pas l'utilité de ta crypto-monnaie. Et tu peux être compatible avec plein de plateformes différentes. À quoi ça sert du coup? Ça sert simplement à, justement, si jamais Ether est trop engorgé ou fait payer trop cher ses fees à switcher, c'est ça? D'accord. Okay. Exactement. Et il y a des réseaux plus rapides. Tu as envie que ce soit rapide et peu coûteux, tu passes dessus. Par contre, quand tu laisses dormir tes jetons très longtemps sur une monnaie, peut-être que pour faire un contrat spécial, tu as besoin d'être sur Ether, etc. etc. Ça dépend vraiment de l'utilité que tu en as. Ok, du coup, ce type d'infrastructure, il en existe combien que tu pourrais citer? Peut-être qu'il y en a trop, mais on va dire il y a Ether, il y a Bitcoin évidemment qui a sa propre blockchain. Sachant que je crois, à part si je me trompe, que d'autres projets ne peuvent pas naître sur cette même blockchain, il n'y a que Bitcoin dessus. Je dis pas de bêtises? Alors, sur Bitcoin, non. Il y a d'autres projets. C'est la blockchain Omni. Et du coup, USDT, qui est également sur la blockchain Ether, peut tourner sur Bitcoin. Et tout comme plein d'usages, ce qui fait qu'Ether a été très utilisé, c'est que tu peux très facilement y implémenter ce qu'on appelle des smart contracts. En gros, un contrat qui est connecté à la blockchain, à qui tu vas donner de l'information, et en fonction de ces infos, il va prendre une décision. C'est assez compliqué de te donner un exemple, mais en gros, ça permet à la blockchain d'être intelligente, pour faire très simple. Très simplement, voilà, si toi, tu peux régler, si il se passe telle action et que du coup, la crypto-monnaie passe en dessous de telle valeur, alors envoyer telle monnaie à tel endroit et supprimer telle monnaie pour créer celle-là. Tu vois, tu peux faire des trucs de fou. C'est des mécanismes. C'est vraiment un système de si, alors. Et avec un système de si, alors, tu peux faire des choses énormes. Si ta communauté envoie 100 € d'Ether, alors leur envoyer 5 jetons de la Jumpay communauté, tu vois, et faire en sorte que les gens reçoivent en échange de tes Ethers, tu vois, ça te permet de créer énormément d'usages, énormément de contrôle. Si quelqu'un a un jeton, il a le droit de voter et de voter pour le nouveau slogan de la chaîne.
Ouais. Ça, c'est un smart contract, tu vois. C'est pas un jeton uniquement. C'est une signature par smart contract. Tu peux le faire également sur Bitcoin, mais c'est beaucoup plus complexe. Le réseau n'a pas été pensé pour ça à la base. Mais bon, à partir du moment où c'est une blockchain, tu peux faire une surcouche, tu peux l'améliorer, mettre à jour. Mais Ether, lui, a été conçu sur ce modèle et sur ce concept. Et c'est lui qui fait qu'il a apporté ce concept-là. Après, toutes les nouvelles blockchains sont compatibles avec les smart contracts, elles font en sorte d'eux, parce que tu regardes ce qui est le plus utilisé, et forcément, bah, tu proposes les mêmes outils. Ok. Eh ben écoute, je pense que on a fait quasiment le tour. Est-ce que tu aurais des choses peut-être à rajouter au niveau des crypto-monnaies? Est-ce que déjà tu as encore le temps? Parce que je sais que tu es très pris. Écoute, j'ai encore quelques petites minutes, donc pourquoi pas, s'il y a quelques questions, avec Ouais, plaisir. ouais, bah s'il y a quelques questions, pourquoi pas. Dans le chat, n'hésitez pas. On évite, s'il vous plaît, les questions. Qu'est-ce que tu penses d'eux? Ou est-ce que tu penses que le Ripple va atteindre les 20 euros Il y dans en deux aura quand semaines? même. Voilà. Mais si vous avez des questions, puisque je vous ai un petit peu laissé de côté là pour aujourd'hui, le chat, c'était très intéressant. Mais s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, ce que moi je pense des NFT, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, tant qu'il y a une réelle utilité derrière, moi je trouve que c'est un très bel outil. Maintenant, moi je suis pas très sensible à l'art et je pense que je le suis encore moins à l'art numérique. Donc ce sera difficile pour moi de juger un GIF ou n'importe quelle image numérique en mode ah ouais effectivement ça vaut 1600 Ethereum. Je n'en sais rien. Donc voilà. Mais à côté par contre, quand tu as un NFT qui te permet justement d'avoir un item en jeu ou quelque chose comme ça, ou de prouver que ton item il est unique, ça c'est génial. Moi j'ai toujours rêvé dans Dofus d'avoir peut-être justement un Dofus qui s'appellerait le Dofus Junpei et qui te rend le plus fort du serveur. Évidemment, ce serait exceptionnel. Donc ouais, suivant l'utilité et l'application du NFT, pourquoi pas. Alors, il y a Euh, vraiment pas mal de questions. Il y en a deux, trois qui sont assez basiques et pertinentes. La première, c'est est-ce que le Bitcoin, c'est la monnaie de base du marché noir? Alors, c'est vrai qu'au départ, quand le Bitcoin était très compliqué à comprendre, ceux qui arrivaient à échanger de la valeur et qui voulaient rester sous les radars sont ceux qui échangeaient sur le Deep Web. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Bitcoin n'est pas anonyme, il est pseudonyme. Genre, moi, je suis peut-être 34 22 98 sur la blockchain, mais si je vous dis, ah, en fait, 32 24 98, c'est moi, ben, c'est pseudonyme la blockchain. Quand on sait qu'il y a derrière, c'est fini. Et d'ailleurs, maintenant, pour acheter du Bitcoin, vous devez donner votre identité, justificatif de domicile, il y a ce qu'on ah appelle oui, un KYC. KYC, Et donc, exactement. c'est la lutte contre le blanchiment d'argent qui a fait une régulation qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Enfin, ce serait stupide d'aller acheter quelque chose, sachant que le Bitcoin va laisser une trace ad vitam aeternam dans la blockchain. Clairement. D'accord? Si tu veux acheter de la weed, fais-le avec du liquide. D'accord? Ne laisse pas de traces, c'est stupide. Et c'est d'ailleurs comme ça, quand la régulation est arrivée, que toutes les personnes qui avaient fait des choses terribles avec du Bitcoin en 2012-2013, notamment, et on peut le dire, le plus gros site de pédopornographie au monde, à la minute où on a compris et maîtrisé la technologie Bitcoin, là, il y a quelques années, ouais, l'année dernière, en quelques mois, en traçant les transactions, ils ont pu remonter jusqu'à l'origine et trouver l'identité des gens qui tiennent le site et le couper en quelques semaines. Donc, en réalité, ça l'a été à un moment tant que c'était incompris. Et ces gens, aujourd'hui, ils cherchent une nouvelle crypto-monnaie intraçable et incomprise, ou alors un nouveau moyen sans trace et très, très compliqué à comprendre d'échanger de la valeur. Mais pour le coup, c'est une question d'usage. C'est simplement parce que les gens ont fait ça. La blockchain, c'est comme on l'a sorti précédemment dans un live, c'est un tournevis. Tu peux créer des choses, tu peux serrer des boulons, tu peux construire des choses avec, ou alors tu peux aller le planter dans la tête de quelqu'un et à ce moment-là, c'est une arme. Tu vois ce que je veux dire? Clairement, C'est ce que les clairement. gens en font. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le blanchiment d'argent et les transactions illicites sur Bitcoin, c'est environ 0,30% des transactions. Sur le dollar américain, le dollar lui-même, c'est 5%. Et ouais, c'est Donc, ce que j'allais dire. oui, La mais corruption pas existe. plus, voire même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que n'importe quelle autre monnaie, quoi. Exactement, la corruption, elle existe dans tous les milieux. Les gars, j'ai vécu au Brésil. Je peux vous dire qu'elle existe absolument partout et qu'elle existe aussi dans le milieu financier, on va dire normal. Enfin, j'aime pas ce mot, mais commun. C'est-à-dire bah, l'argent fiat, quoi. C'est ce qu'on appelle l'argent fiat. Donc du coup, là aussi, évidemment, bah, si vous échangez de la poudre contre de l'argent, vous avez vous-même de récupérer de l'argent qui est sale. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Ça existe dans tous les milieux. Malheureusement, ça existe dans la crypto, c'est comme ça. Mais comme tu l'as dit, l'avantage, c'est que dans la crypto, c'est dans le livre que tu tenais tout à l'heure. Tout le monde peut le voir parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est open source. Hein. Tout est open source. Donc tout le monde peut consulter à tout moment ce qui se passe
sur la blockchain et donc voir ce qui s'y passe et donc pouvoir retracer potentiellement. Et il y a un autre truc dont on n'a pas parlé aussi, puisqu'on est là pour faire plus de l'éducation, en tout cas sur ce premier opus du Crypto Fan Club, c'est que tous les projets ont une roadmap et ce qu'on appelle un white paper. Alors le white paper, c'est tout simplement ce qu'a prévu avec le token, donc avec la monnaie, l'institution qui est derrière, l'entreprise qui est derrière, ce qu'elle a prévu d'en faire. Il y a des monnaies, comme tu as dit, qui servent dans le jeu vidéo, pourquoi pas dans le sport, dans le médical, etc., etc. Et donc en lisant le white paper, on peut s'imprégner du projet et se faire un avis sur si oui ou non, eh bien ça nous intéresse. Et grâce à leur roadmap c'est tout simplement les objectifs à court, moyen et long terme qui se sont fixés. Est-ce que il y a une possibilité d'évolution ou est-ce que c'est tout simplement voilà, moi je décide de créer demain le Junpei Coin, c'est des NFT, j'en fais que 100. Je dis voilà, ils sont tous numérotés du 1 au 100, ils vous apportent absolument rien. Ou est-ce que je vous dis pour l'instant ils apportent rien, mais plus tard ça vous donnera accès à du contenu spécial, je dis n'importe quoi, mais une vidéo référencée sur ma chaîne YouTube ou des tweets spéciaux ou j'en sais rien, des conseils en je ne sais quoi. Jamais en investissement ici, par contre, en tout cas, avec 3 mois seulement dans la crypto-monnaie, je me permettrai jamais. Mais vous avez compris, il y a plein d'applications. Donc très bien. Est-ce que tu as repéré peut-être une autre question? J'en ai vu quelques-unes. Quelqu'un qui a dit. Alors attends, je rebondis là. En utilisant NordVPN, tu achètes de la weed en Bitcoin, on ne peut pas te retrouver. C'est faux. Quand tu as oui. obtenu ton Bitcoin, on t'a demandé ton identité. Donc oui, on ne te retrouvera pas, tout comme si tu achètes de la weed avec du cash, on ne va pas te mettre en prison demain matin. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a un problème avec ton argent ou avec ton Bitcoin, et si à un moment on chope le vendeur de weed et qu'on sait qu'il recevait de l'argent en Bitcoin, ils vont regarder toutes les transactions qu'il a reçues, ils vont voir tous les émetteurs, et là ils vont contacter les plus grosses plateformes au monde en disant est-ce que vous savez les gens qui se cachent derrière ces adresses? Et si la plateforme a bien fait son job, elle a ton identité et t'es fumé. Et là, pour le coup, tu peux rien dire. Hein. C'est ta clé privée, c'est toi, il n'y a pas d'autre solution. Le KYC. On peut essayer d'en prendre une dernière si tu veux. Ouais. C'est ça, c'est le KYC. C'est le KYC. Le KYC, quand on en parlait, c'est vraiment l'acronyme qui veut dire Know Your Customer. Et quand tu vas t'inscrire sur des plateformes d'échange pour échanger des cryptos, eh bien, ils vont te demander photo d'identité. Souvent, moi, suivant les sites, ils te demandent même de tenir une photo avec toi, un truc qui dit le nom du site et tout, exprès pour que c'est toi. La date, enfin vraiment un truc pour qu'on soit sûr que ce soit toi derrière ce pseudonyme ou ce nom. Et du coup, voilà, ne pas que tout soit tracé, quoi, et que ce soit régulé. Très clairement. Alors, est-ce qu'on n'a pas une petite question? L'ADR. Allons-y. Toi, tu m'apprennes à couper le hosting aussi. Ouais. Ah oui, en fait, quand moi je vais couper le live, ça se coupera automatiquement. Ok, bon, donc, ça c'est ce que je préfère, c'est quand j'ai rien à faire. C'est exactement ça. Tiens, il y a quelqu'un qui demande une question intéressante, parce que je ne saurais même pas répondre en vrai, enfin, partiellement. Où est-ce qu'on voit ce qui se passe dans la blockchain, finalement? Blockchain Explorer. Tu tapes par exemple blockchain Ether, donc c'est ERC20, hein, le réseau Ether s'appelle ERC20 Explorer. Voilà, super. Au moins j'ai ton écran. Tu tapes ça sur Google. On a coupé le tien, mais je vous l'ai dit, les gars, je vous l'ai dit au tout début, c'est juste rapidement. Voilà, Blockchain Explorer. Voilà. Okay. Et là, tu tapes une adresse et tu peux suivre. Regarde, descends un petit peu. Là, tu vois les dernières transactions. Attends, pardon. Ouais. Ouais, ok, ouais. Vas-y, retourne-y. Tu descends un petit peu. Tu vois les dernières transactions. Et ça, c'est des échanges. Tu as le transaction H sur le côté droit, si tu regardes. Hein. Ouais. Là, à côté, tu as tous les blocs. Dans chaque bloc, il y a toutes les transactions. Et les transactions, ça, c'est les transactions du dernier bloc. Tu cliques sur… là, tu les vois en temps réel. Tu vois les montants. Clique sur une transaction H, n'importe laquelle. Voilà. Et tu vas voir les détails de la transaction. Voilà, nickel. Donc là, tu vois voilà. que… elle est non confirmée. Tu vois que c'est unconfirmed. Donc, ce n'est pas encore confirmé par les mineurs. Il faut attendre qu'il y ait 2-3 blocs qui passent pour vraiment que ce soit écrit à jamais dans ce livre. Tu vois qu'il y a une adresse qui a envoyé… Hop, c'était juste au-dessus. Ouais. Excuse-moi, j'ai un tout petit temps de décalage. Oui, non, c'est moi, voilà. T'inquiète. Tu vois qu'il y a une adresse qui a envoyé 0,0607 Bitcoin. Elle l'a envoyé à 2 adresses. Donc, une première qui a reçu 0,024, une deuxième ça. Et si tu additionnes ces 2 montants plus les frais de la transaction qui sont à l'autre bout de la ligne, tu as le montant exact qui a été envoyé. Et là, tu peux cliquer sur une adresse et voir sur quelle adresse ces Bitcoins vont être reçus. Et tu peux voir si c'est une adresse de quelqu'un, sans savoir qui c'est, bien sûr. Là, tu descends un petit peu. Même le QR qui te… Tu as son QR code à lui, tu vois le montant. Il n'a jamais rien envoyé, il n'a jamais rien reçu. C'est sa première transaction.
Et il vient de recevoir ses tout premiers 0,02413 bitcoins en attente qui n'ont toujours pas été validés par la blockchain. Et donc, ils Il est sont comme en ça. cours d'être écrits dans ce livre, mais la page n'a pas encore été ajoutée à jamais à ce registre. Et bah, c'est, Voilà, voilà. eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Écoute, Asher, merci beaucoup d'être venu pour cette première de Crypto Fan Club. Ça m'a vraiment Un touché plaisir. que tu aies accepté parce qu'à la base, on se connaissait vraiment pas du tout. Bah, vraiment très, très bienveillant. Donc, n'hésitez pas à aller checker évidemment pour ceux qui ne le connaissaient pas. Ses réseaux sociaux, Instagram, Twitter où il partage beaucoup, son YouTube évidemment. Tout ça, c'est Asher ou Power Asher, hein, tout collé. Et puis, ma foi, je te dis à très bientôt. Et puis, bonne chance pour tout ce que tu entreprends. Merci à toi. Bonne continuation. Salut. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Ciao, Au ciao. revoir. Eh bien, écoutez, les gens, ce premier épisode du Crypto Fan Club est terminé. J'espère que ça vous a plu, hein, tout simplement. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Il y avait beaucoup d'informations. J'espère que vous avez pu absorber tout ça. On va faire des épisodes d'environ 1 heure et demie. Ce sera tous les jeudis à partir de 18h. On essaiera d'avoir un intervenant à chaque fois. Je vais essayer. Là, il n'y avait pas trop besoin parce que bon, c'est Asher, il a l'habitude, d'accord. Je vais essayer de vulgariser. Il y a des fois où je vais reprendre un petit peu les termes, les imager un petit peu différemment pour être sûr que les nouveaux comprennent vraiment. Parce que je vous l'ai dit, il n'y a plus trop de nouveaux contenus sur YouTube et sur Twitch. C'est pour ça que j'ai créé le fan club. C'est pour moi aussi être sûr de mes bases. Et bien, en fait, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai, on va dire, 4-5 épisodes d'avance sur vous en termes de connaissances globales. Je vais essayer de maintenir ce seuil pour être sûr déjà d'être à l'aise avec le sujet et l'intervenant. Et deuxio, d'avancer dans la bonne direction avec vous tous. Donc, je suis très content du nombre de personnes qu'il y avait aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se dit à très bientôt. Vous le savez, je stream quasiment tous les jours, que ce soit là ou chez le stream. Très heureux de vous avoir vu et de vous avoir vu participer. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Et en attendant, c'est ciao.